Tout de suite, l'interview avec Romain de Trip 85, Loïs et Yannick qui sont venus nous parler des retours de voyage, Curieuse voyageuse que vous avez déjà entendue, elle porte le nom d'Aurélie, elle est absolument charmante et elle va nous expliquer comment s'est passé son retour de Chine, et puis Sébastien qui co-anime l'émission avec moi. VoyageCast, les retours de voyage, c'est tout de suite. Allô ? Lorraine ? Charlotte, bonjour. Salut. Alors, c'est comment Tokyo ? C'est super ici. Vraiment super, tu sais. C'est drôle, je suis allée visiter un sanctuaire aujourd'hui. Et il y avait des moines qui tapaient sur un gong en chantant et ça me faisait rien. Tu comprends ? Et je crois que j'ai voulu essayer l'ikebana et John se met des tas de produits sur les cheveux. Je connais pas l'homme que j'ai épousé. Attends, tu quittes pas une seconde, je suis à toi. Ouais, j'attends. Excuse-moi, qu'est-ce que tu disais ? Non, c'est rien, ça va. J'essaierai de te rappeler. C'est ça, éclate-toi bien, ma chérie. Rappelle-moi quand tu rentreras. Salut. Bye. Bisous. Bonjour et bienvenue sur ce premier pilote collaboration entre la radio Mix City et le podcast VoyageCast. Salut tout le monde. Salut. Alors vous l'avez entendu, on est plusieurs autour de cette table virtuelle. Alors on va présenter petit à petit les invités qu'il y a autour de cette table, autour du monde on peut presque dire, même s'il n'y a que des Français et des Suisses. Mais prochainement on aura peut-être des gens de plus loin. Alors la première, c'est la plus belle et je suis obligé de la présenter elle en premier parce que c'est ma petite sœur. Loïs, salut. Salut. Alors comment tu vas ? Ouais, très bien. Un peu fatiguée, mais ça va. Est-ce que tu peux nous dire en bref quel voyage tu as fait ? T'en as fait pas mal. Les plus grands on va dire. Ouais, alors les deux principaux, je dirais, même si on a le premier qui était pas très long, j'étais en Guinée-Conakry pour 2 mois. Et après, je suis revenue que 3 semaines en Suisse. Et après, je suis repartie, mais cette fois-ci au Bénin, pour cette fois-ci environ 1 année, enfin 12 mois vraiment complets. Et j'ai en plus voyagé au Niger, au Togo. Enfin, voilà quoi, je suis restée, sinon principalement au Bénin. Ok, donc plusieurs expériences pour le retour de voyage, parce que c'est bien le thème de cette émission, le retour du voyage. Comment est-ce qu'on se sent quand on revient d'un voyage ? C'est souvent un peu difficile. Alors le deuxième, parce que c'est le meilleur, je suis obligé de présenter Yannick, qui est donc le mari de Loïs, vous l'aurez compris. Salut Yannick. Salut Jonathan. Alors toi, t'es un gars extrêmement intéressant, vu que tu travailles dans la fabrication de cocktails. Vraiment quelqu'un à connaître impérativement. Absolument. En fait, on fait des prémix de cocktails qu'on vend partout dans le monde, mais c'est pas moi qui voyage pour aller les vendre. Pour ça, on a des agents commerciaux. Alors toi aussi, t'as pu voyager un peu moins longtemps que Loïs quand même, mais t'as fait un joli voyage quand même, presque un tour du monde, on peut le dire. C'est même complètement un tour du monde. On a pris 13 fois l'avion sur une période de 2 mois, en fait, un peu plus. De Londres, on est parti au Chili, du Chili en Australie, de l'Australie en Nouvelle-Zélande, et de la Nouvelle-Zélande à Singapour pour revenir en Angleterre. Ok, sympa, ça sonne bien. Alors tu vas nous dire aussi un peu comment est-ce que tu as ressenti le retour de ces voyages très particuliers, des petits tours du monde. Alors, la troisième à présenter, certainement la star de la soirée, on va présenter Aurélie. Salut Aurélie. Ouhou, la star, salut tout le monde. Mais tout le monde est une star, on passe à la radio, c'est cool, c'est génial. Alors toi Aurélie, t'as aussi beaucoup voyagé dans des pays lointains et assez exceptionnels quand même. Tu peux nous dire un peu où t'es partie ? Alors, un gros morceau en Chine, puisque j'ai commencé à voyager là-bas en 2005 et j'y ai vécu 2 ans, de 2009 à 2011, et j'y suis revenue l'an dernier, donc je suis pas mal attachée à la Chine. J'ai bougé aussi en Asie un petit peu quand je vivais là-bas, donc Cambodge, Inde, Japon, Laos, Philippines, Taïwan, Thaïlande, donc quelques pays au compteur, et je suis revenue vivre à Paris depuis 2 ans. Et là, du coup, je me concentre un peu plus sur l'Europe et je découvre nos belles capitales. Et autrement, je travaille dans le secteur des voyages, dans la communication. Et puis, je tiens un blog. Voilà. Est-ce que j'ai le droit de faire ma promo ? Vas-y, lâche-toi. Alors, mon blog, c'est curiousvoyageuse.com. Voilà. Excellent, un blog que je vous encourage vraiment à lire. Il y a vraiment des textes intéressants. Tu as une très belle plume, Aurélie. C'est toujours un plaisir de te lire. Merci. Et Romain, qu'on va présenter aussi. Salut Romain. Salut Jonathan. Alors de trip85.com, alors toi aussi tu as pu voyager un petit peu. Alors dis-nous un peu quel est ton dernier voyage, la dernière chose que tu as faite. Là j'étais à Dubaï là, il y a quelques semaines. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait comme voyage? États-Unis pendant 4 mois, avec la traversée des États-Unis, la route 66 notamment. Le Canada également pour 3 mois à peu près. La Norvège 5 mois. Danemark aussi longtemps, pendant un peu plus de 2 mois.
J'ai fait aussi la Thaïlande, l'Australie, le Japon, pendant des périodes assez longues, soit pour le travail ou alors pour le plaisir. Donc un bon voyageur quand même. Tu tiens donc ce blog de voyage trip85.com qui a l'avantage de regrouper un grand nombre d'informations sur un grand nombre de destinations. C'est toujours très pratique pour partir. Alors, dernière personne que je vais vous présenter, Sébastien. Salut Sébastien. Salut Jonathan. Alors, grand directeur de la magnifique web radio Mix City, qui est donc mon collaborateur sur l'émission, qui a organisé tout ça. Et puis on va parler, mais outre le fait que tu organises des émissions, tu es aussi un voyageur. Alors, où est-ce que tu es allé dernièrement ? Alors toi, tu reviens d'un pays qui nous fait tous rêver, où la plupart d'entre nous a été. Oui, beaucoup de voyageurs ont pour cible cette destination, c'est l'Australie. Donc j'y ai passé 3 mois en début d'année. Et je suis tout juste arrivé, donc je suis en plein dans le retour du voyage, donc en plein dans le thème de la soirée. Exactement, donc j'espère qu'on va pouvoir te donner des conseils pour que ça se passe bien, ou alors peut-être que ça se passe déjà bien, on sait pas. En tout cas, bienvenue à tous, moi je me présente très court, je suis Jonathan, je viens de VoyageCast, mon plus grand voyage c'était en Afrique avec ma petite sœur où j'y suis resté pendant 3 mois. J'ai donc un avis un peu différent sur les retours du voyage, je l'ai vécu un peu différemment, mais on va en parler pendant l'émission. Alors pour la suite, eh bien, je vais céder la place à Sébastien. Sébastien, c'est à toi. Alors, moi, par rapport à vos descriptions à chacun, j'ai la question qui tue, la question qui fâche beaucoup de voyageurs qui passent de longues semaines ou longs mois à l'étranger. C'est le retour. Le retour, parfois c'est difficile, parfois pour d'autres ça va un petit peu mieux. Alors, individuellement, j'ai envie de vous poser la question... Comment ça s'est passé, le retour de vos voyages en général et particulièrement sur un long séjour. Là, j'entendais Romain tout à l'heure qui disait avoir voyagé plusieurs mois dans plusieurs pays. Alors Romain, pour toi par exemple, comment ça s'est passé tes retours de voyage ? Alors en fait, c'est assez étonnant parce que quand on arrive à l'aéroport, on est assez triste de quitter tous les gens qu'on a rencontrés. Et puis après, quand on atterrit, on est assez content de retrouver tous les gens qu'on a justement quittés avant le voyage. Mais au final, ça dure pas très longtemps cette joie parce que on est content de retrouver tout le monde. Mais finalement, on retombe très vite dans une espèce de routine qui est forcément moins fun que la vie qu'on peut avoir quand on voyage. Le retour aux sources est un petit peu vite compliqué après 2-3 jours. Ouais. Alors, une des questions qu'on pose souvent aux voyageurs, c'est vrai que le voyageur, quand il revient, il est un peu isolé, il a envie de raconter et partager son voyage aux gens autour de lui. Est-ce que toi, si tu devais donner une note de 0 à 10 sur ton moral quand tu reviens de voyage, ça serait combien à peu près ? Je dirais la moitié parce que je suis à la fois triste de partir de revenir et à la fois content de revenir pour voir tous les gens que j'aime bien. Donc je dirais 5. 5. Alors ça c'est pas mal. Alors on va passer à Loïs par exemple. Toi ta note ce serait combien à peu près pour un retour de voyage ? Je crois que je vais aussi mettre 5 parce que c'est vrai que j'étais tellement triste de partir, mais après tellement contente de revoir ma famille que c'était partagé quoi. 5. Ouais. Alors, petite note peut-être, hein, elle dit ça, mais le premier voyage qu'on a fait ensemble à Londres, quand elle est venue, maman elle a cru qu'elle allait mourir quoi, parce qu'elle faisait vraiment une tête terrible. Donc 5 à 10 peut-être plus tard, hein, mais au début c'était plutôt du 0 sur 10. Hein. Ouais, je pense qu'avec le nombre de retours, en fait, t'apprends à faire attention aux autres, que si tu reviens avec une tête d'enterrement, c'est pas très sympa pour ceux qui viennent t'accueillir à l'aéroport. Ouais, j'imagine. Et justement, ton compagnon, ton mari, je crois, Loïs, comment il vit la chose ? Est-ce que vous voyagez aujourd'hui à 2 ? Comment ça se passe les retours ? Si vous mettiez une note de couple par rapport au moral d'un dernier voyage que vous avez fait ? On est parti l'année passée en fait pendant 1 mois au Canada. Ça serait difficile, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, Yannick ? Je sais pas, j'étais en train d'y réfléchir aussi. Moi, j'ai presque envie de donner 2 notes qui seraient peut-être le 2 et le 8 et c'est très ambivalent comme ça. Il y a un moment où j'en ai marre et puis je suis presque triste un peu et puis de l'autre côté tout euphorique de ce que j'ai vécu, de ce que je peux raconter après aux amis qui sont restés ici. C'est un changement comme ça, presque d'humeur très, très alterné. Et ça vous a fait ça à tous vos voyages ou est-ce qu'il y a un voyage où ça a été plus fort qu'un autre ?
Moi, si je peux me permettre, enfin, ça dépend aussi de quand on revient, comment est-ce qu'on reprend le rythme. Quand je suis revenue d'Afrique, j'avais pas de travail, enfin, j'étais chez mes parents. Il y avait tout le monde qui était à ses occupations et j'étais là en train de me dire, ok, moi j'ai vécu quelque chose de génial, mais tout le monde a ses occupations. Alors que quand on est venu du Canada, on a atterri le mercredi à 12 heures et le jeudi à 8 heures, j'étais au travail. Donc là, le retour, il se fait totalement différemment parce qu'il y a déjà tout le rythme qui revient et il y a moins on a moins le temps de ressentir ces émotions en fait changeantes. On est triste d'être venu, mais on est content d'être là. Ouais. Alors, si je fais une moyenne là des 3 personnes qu'on a interviewées, c'est 5. Aurélie, tu ferais monter la moyenne, toi, ou pas? Alors, ça dépend de quel voyage on parle, tu vas me dire, parce que j'ai on va dire deux durées en tête. Le long voyage en Chine où j'étais expatriée, où vraiment j'ai vécu là-bas de 2 ans, et donc il s'est terminé par 3 mois sur les routes, et après, voilà, il y a eu ce retour-là. Ou alors, retour de voyage d'1 mois. Ça dépend ce que tu veux comme expérience, parce que c'est radicalement différent. Bah, disons que ce qui pourrait être intéressant pour toi, effectivement, c'est la Chine. Passer plusieurs mois, plusieurs années en Chine, est-ce que le retour en France est difficile? Alors, on va dire hyper difficile dans mon cas, mais constructif, vraiment. Donc, en gros, je suis partie en Chine à deux, pardon, en couple. On est revenu à 2, c'était un choix partagé. Et 2 semaines après mon retour, ben, j'ai quitté l'autre, on dira ça comme ça, et j'ai carrément changé de vie, changé d'appart, changé d'amis, changé de travail. Enfin, ça a été gros chamboulement de A à Z. Et du coup, ça a été vraiment très très dur les semaines qui ont suivi, pour pas dire la période la plus éprouvante de ma vie, je crois. Mais par contre, la période qui suit derrière et dans laquelle je suis maintenant, et dans laquelle je suis rentrée 1 an après le retour, était vraiment génial. Mais il y a quand même eu plusieurs semaines, voire plusieurs mois un peu difficiles, parce que tout ce que j'avais vécu en Chine, peu de gens pouvaient le comprendre en fait, puisque du coup c'est vraiment très très fort, surtout quand c'est sur la durée. Et ce qui m'attendait en France, tout était à construire, quoi. Et les personnes autour avaient continué leur vie, même si elles essayaient de me comprendre ou quoi, il y avait forcément un décalage. Et je me sentais un peu à côté de mes pompes, voire carrément. Et donc il a fallu tout reconstruire, mais finalement c'était aussi génial parce que j'ai pu reconstruire la vie comme je la voulais à 28 ans. Et c'est pas forcément toujours évident de faire table rase de ce qu'il y a autour de nous quand on reste toujours au même endroit, quoi. Donc si je dois faire une note de tout ça, franchement, on peut partir, comme le disait Yannick, je mettrais un petit 2 d'un côté et puis quelques semaines ou quelques mois après, un 9 ou un 10 carrément, quoi. Ouais, donc on le voit, des cycles hauts et bas finalement, en fonction des histoires de chacun, parce que chaque voyage a l'air d'être une histoire pour tous. Toi, Romain, qui a vécu plusieurs mois dans plusieurs pays, le fait de ne pas faire un grand tour du monde de plusieurs mois, voire plusieurs années, c'est un choix volontaire? C'est l'envie justement de ne pas partir trop longtemps pour ne pas avoir peur de revenir, ou c'est d'autres raisons qui t'ont fait voyager comme ça? Non, du tout. Alors, par exemple, les plusieurs fois où j'ai fait justement États-Unis, Canada et Espagne, par exemple, c'était sur 1 an. Je suis parti, justement, en fait, j'étais très mauvais en langue, donc je suis parti aux États-Unis et au Canada pour apprendre l'anglais pendant 6 mois, et l'Espagne pour l'espagnol. Donc, c'était plutôt des choix à chaque fois. Au départ, c'est plutôt des choix professionnels, entre guillemets, ou alors scolaires. Et ensuite, après, toutes les fois où je suis parti souvent, enfin longtemps à l'étranger, c'était soit pour les études ou soit pour le travail, où j'ai été envoyé en mission. Et Loïs et Yannick, pour terminer et pour clore un petit peu cette présentation de voyage, Loïs et Yannick, vous qui avez donc voyagé en couple, est-ce que vous pensez au retour quand vous partez? Bonne question. En fait, je pense à repartir dès que j'arrive. Ouais, je me dis même que pendant le voyage, je me dis, ah bah si je revenais ou je repartirais, je ferais ça et ça autrement en fait. C'est comme déjà si j'avais mon prochain voyage en tête. Donc le retour devra se faire pour repartir, ouais. Parce que j'ai un petit peu cette impression qu'on parte en vacances maintenant, on va dire comme monsieur et madame tout le monde, pour 15 jours, ou qu'on peut faire peut-être de 1 à 3 mois, voire même 1 année. On a certaines idées, des choses qu'on veut faire, qu'on veut découvrir, dont on a entendu parler ou vu. Et finalement, on se rend compte que peu importe le temps qu'on reste à un endroit, dans un pays, dans une région du monde, on n'a pas le temps de faire ou d'aller voir toutes ces choses-là. Et du coup, on se dit, ça et ça, j'aurais bien fait encore. Ou peut-être si je reviens une fois, je ferai ça et ça. Mais en même temps, je suis jamais retourné 2 fois au même endroit parce qu'il y a tellement de belles choses sur cette terre que je trouve dommage de retourner au même endroit.
C'est une belle conclusion. Jonathan, c'est peut-être l'occasion justement de donner les citations. Alors justement, je vais vous donner quelques petites citations que j'ai trouvées au hasard de l'internet, qui sont vraiment sympas et qui devraient peut-être vous donner quelques idées. Alors la première, c'est de Jacques Kerouac, que je sais pas absolument pas qui c'est, si ça se trouve c'est quelqu'un d'absolument célèbre, qui a dit... C'est quelqu'un de très célèbre. Pardon. Je crois qu'il a écrit un truc qui s'appelle Sur la route pour ta petite culture personnelle et qui est assez cool. Ben voilà, il y en a qui ont de la culture et il y en a qui en ont pas, comme moi par exemple. Mais moi j'ai Google. Alors qui disait, naturellement, les voyages autour du monde ne sont pas aussi agréables qu'ils le paraissent. C'est seulement quand vous avez fui toute cette horreur et toute cette chaleur que vous en oubliez les désagréments et que vous vous souvenez des scènes étranges que vous avez vues. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu de ça aussi dans le voyage et dans les retours du voyage. Quand on voyage même, est-ce qu'on se dit « je vais regretter ça » ou est-ce que c'est quand on revient, qu'on a justement oublié tous les petits trucs qui vont pas dans le voyage, qu'on se met à regretter? Qu'est-ce que vous en pensez vous-même? Alors Aurélie par exemple, qui toi, bien sûr, connaît Jacques Kerouac. Pour de vrai. Bref. Je pense que c'est très vrai qu'en fait, on a tendance à oublier, une fois qu'on est de retour, les côtés difficiles du voyage. Parce que si on demandait à chacun c'était quoi ta plus grosse galère de voyage, je pense qu'on ne se rappellerait pas, quoi. Alors que le meilleur souvenir, forcément, on s'en rappelle. Donc il y a un peu de l'idée qu'en fait, on voyage aussi pour se faire des beaux souvenirs, quelque chose comme ça. Ouais, je pense que c'est assez vrai. J'aime bien les retours de voyage pour pouvoir aussi les idéaliser un peu. Alors c'est un peu moyen parce que je veux pas faire la fille qui survend ce qu'elle a vécu, etc. Mais j'aime bien repenser à mes voyages et rêver à ce que j'ai vécu, quelque chose comme ça. Et c'est vrai que pour moi c'est par l'écriture en fait que j'arrive ensuite à recréer les situations. Et forcément, on a tendance à gommer ce qui est difficile et à plutôt se rappeler ce qui est positif. Je sais pas si j'ai bien répondu à la question. Si, c'est un peu ça. J'aurais posé la question à Loïs, alors toi, parce que tu nous as parlé brièvement, on va pas en parler trop en détail, parce que c'était peut-être pas le plus cool pour toi, mais en Guinée-Conakry, tu as eu la situation un peu dramatique de devoir quitter le pays, alors que tu ne le voulais pas, clairement, à cause de la situation interne. Justement, quand on revient d'une situation comme ça, qu'est-ce qui te reste d'un voyage comme ça? Parce que tu as quand même passé 2 mois, tu as vécu des belles choses, mais des choses aussi assez terribles. Qu'est-ce qui te reste à la fin? Ouais, c'est un peu confus en fait, parce que c'était vraiment un déchirement le fait de partir. Hein. J'ai dû prendre un vol en un jour, plier bagages, j'ai même pas pu dire au revoir à tous les gens que j'avais connus parce que la situation du pays était trop instable. Et quand je suis revenue, j'ai eu la chance de croiser quelqu'un qui m'a aidée. C'était pas grand-chose, il est juste venu me visiter à la maison. Et puis il m'a parlé, il m'a demandé comment c'était. Et puis il a eu la finesse de détecter que j'avais vécu quelque chose qui m'avait choquée. Et il m'a aidé, le fait simplement de parler avec lui. Du coup, j'étais vraiment très très triste et puis j'ai eu vraiment du mal à m'en remettre. Du coup, dès le lendemain que j'étais arrivée, je voulais déjà reprendre un billet pour repartir. Mais le fait de croiser cette personne, de parler, puis lui, il avait aussi un certain vécu par rapport à ses voyages, ça m'a aidé aussi à faire le point, de savoir que voilà, c'était une chose que j'avais vécue qui était très dure, mais c'était pas quelque chose de mal. Je pouvais le gérer et puis finalement, c'était quelque chose qui m'avait enrichi et qui me fait maintenant réfléchir autrement quand je préparais mes voyages. Du coup, c'est pas plus mal. Par contre, j'en parle pas forcément avec tout le monde de ce que j'ai vécu parce que, à quelque part, comme Aurélie, elle disait, hein, chaque fois qu'on y pense, des fois, on gomme un peu certaines choses. Puis moi, c'est le truc que j'aime pas, en fait. Je préfère ne pas y penser pour ne pas effacer, en fait, mes souvenirs réels. J'ai trop peur qu'en fait, ça m'échappe, puis je me dis, ah, mais c'était merveilleux. Alors que je sais que c'était pas merveilleux. Enfin, en tout cas, pas pendant tout le temps. Du coup, j'ai peur de transformer trop mes souvenirs. Ça, c'est un truc qui me fait flipper. Ouais, mais c'est aussi parce que j'ai tendance à voir le verre à moitié plein tout le temps, tu vois. C'est aussi... je veux pas dire que t'es pessimiste et que je suis optimiste, c'est pas ça, mais... Un peu, oui, non, mais... Non, mais je suis contente. C'est vrai, en fait, moi, j'ai vraiment l'impression, je m'attache vraiment aux souvenirs réels et ça me fait même du bien si je sais voilà, que ça s'est mal passé. Et je trouve joli, comme toi, tu y penses, je trouve ça chouette, quoi. Mais c'est... Bon, j'ai aussi besoin de réimaginer mes voyages, etc. parce que j'ai tendance à oublier, contrairement à toi, visiblement, j'ai une mémoire de poisson rouge à plein de niveaux. Je connais ça. Voilà, on n'a pas tous les mêmes qualités. Et de pouvoir repenser, retravailler tous ces souvenirs, ça m'aide à me rappeler tout court, quoi. Voilà, ok. Intervention. C'est cool. On notera le petit troll de Loïs sur Yannick, hein. C'est noté. Mais bon, vous êtes fait pour vous compléter, c'est parfait. Ouais, intéressant comme tu dis. Alors c'est vrai. J'ai une autre petite citation. Alors Aurélie fait semblant de savoir que je sais pas de qui je parle. c'est de un héros de notre temps, de Mikhail Lourevitch Lermontov.
Quelqu'un connaît? Non. Moi je connais. Non, c'est pas vrai, je connais pas, mais ça fait classe de dire que je connais. Et qui dit: le monde a gâté mon âme, mon imagination est inquiète, mon cœur est insatiable. Tout est trop petit pour moi. Je m'accommode facilement à la tristesse, aussi bien qu'au plaisir, et ma vie devient de jour en jour plus vide. Il ne me reste plus qu'une seule ressource, voyager. Et pour ça, j'aimerais interroger Romain, parce que toi, alors on se connaît un tout petit peu, t'es aussi un style de voyageur compulsif un petit peu, non? Oui, on peut dire ça comme ça, oui. Le voyageur qui a toujours envie de bouger, parce que justement c'est peut-être la chose la plus intéressante. Est-ce que quand tu reviens ici, t'as l'impression d'avoir du vide? Parce que quand on fait la route 66, c'est génial, c'est énorme, et quand on revient ici, ben voilà, tu reviens en France, c'est un peu bof, quoi. C'est sûr qu'on revient vite dans la routine. Et puis bon, après, c'est vrai que les gens vous posent toujours la question un petit peu de ce que vous avez fait, vu, vos meilleurs souvenirs, qu'est-ce qu'on a préféré. Donc ça va. Bon, en général, vous discutez brièvement, mais c'est vrai qu'en face de vous, vous n'avez pas tout le temps des gens qui voyagent. Du coup, ils comprennent pas forcément ce que vous leur racontez, ou les ressentis que vous avez, ou les expériences que vous avez. Donc du coup, c'est un peu frustrant. Et du coup, vous avez envie de repartir, de sortir de cette routine et de revenir souvent dans le voyage. Donc oui, on peut dire que je suis un petit peu compulsif au niveau du voyage. Ouais, c'est ce qu'on retrouve chez quand même pas mal, notamment de blogueurs, hein, il me semble, ou de gens qui voyagent beaucoup. Ça devient tellement une habitude, et ça rejoint finalement même ce que Yannick et Loïs disaient, que même en voyage, tu prépares quasiment le prochain. Alors, Sébastien, tu es revenu il y a pas longtemps d'Australie. Est-ce que toi, tu es aussi dans ce trip-là? Parce que maintenant, tu es pile dans cette phase-là où tu es en train de retomber dans la routine, là, clairement. Merci Jonathan. C'est pas. Il y a plein de gens qui ont une vie routinière et qui adorent ça. Hein. C'est absolument pas un défaut. Hein. Non. Je blague bien sûr, mais c'est vrai que c'est toujours une phase délicate. C'est vrai que pour ce voyage-là, moi personnellement, je m'y étais beaucoup préparé. C'est-à-dire que j'ai tellement interviewé de voyageurs qui m'ont dit que le retour était difficile que même si j'avais auparavant voyagé plusieurs mois dans différents pays, là je m'étais bien préparé parce que c'est une destination qui me tenait beaucoup à cœur, que je connaissais déjà, mais qui me tenait beaucoup à cœur. Et donc oui, effectivement, le retour a été difficile, mais j'ai beaucoup d'occupations, donc ce qui fait que ça comble un manque. Après, moi j'écoute ce que vous dites tous, et j'entends Loïs qui dit par exemple: j'ai peur de transformer mes souvenirs. C'est vrai que c'est toujours difficile les souvenirs à gérer. Aurélie dit plutôt: j'ai besoin de réimaginer mes voyages. Comment gérer les souvenirs? C'est aussi une question qu'on a très vite. Un voyage au long terme, au long cours, c'est un peu comme un film en accéléré. On vit beaucoup d'émotions en peu de temps, et au retour, finalement, on retrouve un rythme plus ralenti qu'il faut savoir gérer. Et la notion de souvenir, à ce moment-là, elle est importante. C'est comment on gère son souvenir. Alors, j'entendais Loïs qui disait j'ai peur de transformer mes souvenirs. Est-ce que c'est la peur de perdre son voyage par la suite? Et Aurélie qui disait j'ai besoin de me réimaginer mes voyages. On voit bien qu'il y a quelque chose à gérer là, le souvenir. Alors justement, les filles, j'allais dire, Loïs et Aurélie, cette volonté de garder un souvenir du voyage, est-ce que c'est vraiment quelque chose de très très important pour vous? En fait, pour moi, c'est super important parce que j'ai une mémoire de poisson rouge, donc tout le monde sera au courant. En fait, quand tu es en voyage, je trouve que tu vis tellement de choses au quotidien que si tu fais pas un effort pour te rappeler ce que tu vis le jour 1, le jour 2, le jour 3, ce que tu auras vécu le jour 9 ou le jour 10, si c'est un voyage court par exemple, ça prendra le pas sur le reste. Et du coup, moi, depuis que j'ai commencé à voyager, j'ai commencé à écrire en fait. Et du coup, j'écris vraiment tous les soirs. Je crois que c'est Sylvain Tesson qui disait que la page blanche, c'était la fiancée du voyageur solitaire, un truc comme ça, super poétique. Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire que quand tu voyages tout seul, plutôt que de raconter à ton compagnon ou à je ne sais trop qui, bah, tu racontes ça à ton cahier et t'es sûr qu'il s'en rappelle. Et du coup, quand je reviens à la maison, en France ou ailleurs, ben, je reprends l'ensemble de mes carnets, que je garde dans tous les cas, et là, je me les réapproprie en fait, et soit je les réécris pour mon blog, soit si j'ai de la chance pour un livre, et du coup, ça me permet vraiment de me rappeler de tout, d'une manière, et de l'autre, en effet, revivre mon voyage en fait avec, comme pour reprendre l'image du film, t'as tout le scénario quoi, du début à la fin. Et là, je peux le réécrire pour le partager. J'ai envie de le partager.
C'est rigolo parce que je le fais aussi en fait, d'écrire pendant mon voyage. D'ailleurs, même quand on a fait notre dernier voyage avec Yannick, on a essayé de se donner de la peine tous les jours d'écrire parce que je trouve ça super important. Peut-être ce qui s'est passé, c'est que comme déjà mes précédents voyages, j'avais déjà écrit. Et comme on le raconte après des fois aux personnes, après j'ai relu mes notes, puis je me suis trouvé qu'il y avait un abîme entre ce que je racontais et ce que je voyais, que j'avais écrit. Et ça, c'est peut-être ça qui m'a fait un peu peur, en fait, cette différence de souvenirs. Du coup, j'étais un peu perturbée, et puis, ouais, moi, j'ai pas l'occasion de faire un blog ou de faire des livres comme Aurélie. Donc, ça sert à rien, mes notes, c'est vraiment que pour moi. Mais ouais, j'essaye de rester le plus proche du souvenir. Et puis quand j'écris en fait les choses pendant mon voyage, c'est comme ça que je les mémorise. J'ai même plus besoin de relire mon carnet en fait. Il y a beaucoup de choses que je me rappelle par cœur. Alors Jonathan, tu m'as raconté tout à l'heure en antenne un phénomène un peu particulier par rapport au cycle du voyage. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Exactement, alors c'est un truc assez intéressant et j'aimerais avoir votre avis justement. C'est un truc qui s'appelle, alors c'est américain parce que les Américains arrivent à poser des mots sur quasiment tout ce qui existe, qui s'appelle le Reverse Culture Shock, avec le bel accent s'il vous plaît. Donc le choc culturel inversé. Et c'est exactement ce dont on parle, le retour du voyage en français. Et ça passe par 4 phases, et j'aimerais qu'on les analyse les unes après les autres, et puis que vous me disiez un peu si vous aussi vous avez ces phases-là. Ce qui est intéressant, et le parallèle qu'ils font qui est vraiment génial, c'est que le choc culturel quand on va dans un pays qu'on ne connaît pas, ou alors quand on en revient dans notre pays, est exactement le même, et passe par les mêmes phases. Première phase, c'est la phase que tous ceux qui sont mariés connaissent, c'est la phase de la lune de miel. Elle se déroule pendant à peu près 3 mois. C'est la phase où tout est beau, tout est magnifique, la nourriture est meilleure, les gens sont plus sympas, tout va bien. C'est vraiment quand on tombe amoureux d'un pays, amoureux un peu bêtement on pourrait dire. Déjà, est-ce que vous avez vécu cette phase-là quand vous voyagez ? Je pense notamment à Yannick, qui a beaucoup voyagé dans différents pays, qui donc théoriquement s'est toujours trouvé dans cette situation de lune de miel, tout est beau, tout est magnifique. Oui, je pense que en fait j'ai vécu cette lune de miel un peu tout au long du voyage parce que on restait jamais plus de 2 jours à un même endroit. On déballait même pas notre sac à dos. C'était vraiment, on venait un jour, on visitait, on allait voir ce qu'on voulait, puis le lendemain on repartait. Donc c'était vraiment, on allait de découverte en découverte avec des paysages très différents, des gens différents, des nourritures différentes. Ça fait qu'on était un petit peu on était high pendant tout le long du voyage en fait. C'est que quand on a de nouveau entendu que l'avion arrivait à Zurich, qu'on s'est dit ah bah tiens ça paraît connu à quelque part. C'est banal. Ouais, la routine qui revient. Toi, Aurélie, alors tu es partie en tant qu'expatriée pendant quand même un bon moment. Est-ce que quand on s'expatrie vraiment en se disant je vais rester plusieurs années dans un pays, est-ce qu'on ressent aussi cette phase de lune de miel ou est-ce qu'elle est beaucoup plus courte ? Dans mon cas, je pense qu'elle était plus courte parce que je connaissais déjà le pays pas mal avant d'y avoir été vivre. Donc j'étais partie entre 3 semaines, 1 mois et 2 mois, donc j'avais déjà une idée sur le pays. Mais quand même, je pense qu'il y a aussi un côté où tu es euphorique, tout le quotidien est sympa et différent. Il y a quand même une petite lune de miel et qui après, tu déchantes, quoi. Donc si, ouais, je pense que c'est aussi valable même quand tu t'expatries. Globalement, vous pouvez me dire, si je vous dis que cette période dure 3 mois, ça correspond un peu à ce que vous vivez ? Non. alors dis-moi pourquoi. Tu me casses ma théorie dès le premier truc, ça marche pas. Non, je sais pas parce que, bon, déjà, j'étais pas 3 mois au même endroit, donc il n'y avait pas une sorte de continuité dans les sentiments, dans ce qu'on peut ressentir. Mais je me dis aussi, quand j'ai déménagé ici à l'intérieur de la Suisse, pour des raisons professionnelles ou autres, j'ai pas eu l'impression que pendant 3 mois, c'était génial, puis qu'après, je commençais à avoir des défauts. Je pense que cette période était plus courte, pour moi. Et pour toi, Romain, qu'est-ce que tu en penses ? Toi qui as fait beaucoup de voyages, donc... Je suis assez d'accord sur la période. Je pense que 3 mois, ça fait quand même assez long. Je pense que la période, elle est 1 mois et demi, 2 mois par là pour les voyages. Et en fait, surtout, moi, je suis pas resté le maximum où je suis resté dans un pays, c'est 5 mois d'affilée, contrairement à Aurélie. Quand on sait qu'on va revenir, quand on connaît la date, on a vraiment un creux au milieu du voyage. Limite un petit coup de blues avec surtout la nourriture, pour les Français, hein. La baguette, le fromage, il y a toujours un petit coup de mou au milieu du voyage. En Afrique, il y a de la baguette si jamais. Hein. Pardon ? En Afrique, si jamais, il y a de la baguette, puis c'est très bon. Ah. Bon, là où j'étais, il n'y en avait pas forcément.
Désolée pour toi. Donc voilà, donc, c'est vrai qu'en général, ça tombait souvent au milieu du voyage que je faisais. Ok, alors ce que tu me parles en fait, c'est une phase qui a été nommée aussi, qui s'appelle la phase de négociation, où on commence à regretter les choses du pays d'où on vient, hein. Comme tu dis, par exemple pour toi c'était la baguette, pour nous les Suisses ce sera peut-être le chocolat. La fondue. La fondue par exemple, quoi qu'en Afrique sous 40 degrés t'as peut-être moins envie d'en manger. Mais et cette phase dure, enfin c'est à partir des 3 mois, alors vous semblez me dire que 3 mois c'est un peu long, je suis assez d'accord avec vous parce que je pense que ça dépend du style de voyageur. Il y a des gens qui sont capables d'aller dans un pays super pauvre qui va très mal, sans le voir du tout et pendant 3 mois vont trouver ça génial. C'est le cas par exemple, alors peut-être Aurélie qui a eu l'occasion de côtoyer pas mal de voyageurs, c'est le cas de gens qui vont en Inde par exemple. Il y en a beaucoup, il y en a un certain nombre qui vont en Inde, qui pensent que le pays est absolument magnifique, alors que toi quand tu y vas, les 3 premiers jours sont très violents parce que il y a une pauvreté, une saleté qui est énorme et c'est après que tu découvres le pays, que tu découvres à l'aimer. Alors est-ce que tu penses quoi Aurélie de ça? Il y a des gens qui arrivent à zapper ça complètement quoi, qui sont tout le temps en lune de miel quoi. Franchement, je sais pas. Très sincèrement, je sais pas. Je fais un joker si quelqu'un a la réponse à la question. J'ai peut-être une idée, si je peux. Vas-y. Ça dépend aussi avec quel état d'esprit tu vas. Enfin, je veux dire, si tu vas avec un état d'esprit un peu curieux, aventure, et que au lieu de te choquer de ce que tu vois, tu trouves ah ouais, c'est comme ça que vous faites, expliquez-moi. Ça t'aide en fait à, je pense, faire durer cette période de lune de miel parce que quand tu découvres quelque chose, ça reste toujours passionnant et donc intéressant et donc positif. Mais si tu vas et puis que tu t'achoppes sur ah non mais ils sont débiles, ils font des trucs comme ça ou ah non mais chez nous c'est pas comme ça, peut-être c'est vraiment l'état d'esprit qui fait peut-être cette différence de lune de miel et de ces phases quoi. Ça change peut-être le temps. Ouais, c'est vrai, ça dépend certainement de la personnalité, de la façon d'analyser, c'est pas mal. Alors cette phase de négociation, justement, on va passer dessus, c'est la phase où on est un peu frustré. Quand on voyage dans un pays extérieur, c'est souvent la phase où on tombe malade après les 3 mois, parce qu'on commence à faire un peu moins attention, parce que certaines petites choses, petites carences commencent à devenir un peu plus grandes. La 3e phase, c'est la phase d'ajustement. C'est la phase où on commence à égaliser le pays d'où on vient et le pays d'où on est, qu'on commence à voir un peu les avantages d'un côté comme de l'autre, en commençant à un peu moins juger. Alors cette phase-là, elle dure entre 6 mois et 12 mois après l'entrée dans un pays. Et puis c'est la phase aussi généralement où on commence un peu plus à s'habituer à la langue du pays, comme disait Romain par exemple, qui est quand même un grand problème les premiers mois. Et puis la dernière phase, c'est la phase de maîtrise. Et c'est la phase où on atteint, et ça j'aimerais savoir, Loïs et Aurélie, si vous l'avez atteint, la phase où on appelle le biculturalisme ou le vrai cosmopolitain. Alors le cosmopolitain qui n'est pas seulement un cocktail que Carrie Bradshaw boit dans Sex and the City. Cosmopolitain, c'est vraiment un citoyen du monde dans le sens le plus pur de la chose. Alors toi, Aurélie, qui a passé vraiment du temps, est-ce que tu t'es sentie cosmopolitaine, vraiment pleinement intégrée autant en France qu'en Chine? Alors, je sais pas trop. Je pense que je rebondirai un peu sur ce qu'a dit Loïs tout à l'heure, sur le côté, la démarche et l'état d'esprit, en fait, que moi, je me suis plus sentie en phase de découverte permanente. Je sais pas si c'est propre à la Chine, parce que c'est vraiment un pays très, 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 très éloigné, mais je pense que je le vis régulièrement dans plusieurs voyages, peut-être moins loin ou moins difficiles. Plutôt que me sentir vraiment citoyenne du monde, à pouvoir prétendre dire j'ai compris les 2 cultures, etc. C'est plus que j'arrive à m'adapter plus facilement et que je m'adapte, je pense, dans beaucoup d'endroits et que j'ai toujours cette envie de découvrir. Et peut-être que j'ai digéré en effet les autres phases parce que j'ai eu clairement en Chine des moments où je n'avais ras-le-bol et où tu peux même juger les gens autour de toi simplement parce que tu les comprends pas plutôt que d'essayer de les comprendre. Et du coup, je dirais plus avoir dépassé les autres phases pour être dans un truc d'adaptation et de tentative de compréhension. Alors, tu comprends pas tout le temps, mais au moins si tu comprends pas, tu juges pas, tu te dis pas ils sont bêtes, tu te dis juste j'ai toujours pas compris. Donc c'est plutôt ça. Après le côté citoyen du monde, etc. Franchement, je pense pas. Je pense que je suis française, j'ai la chance de pouvoir voyager et tout. Je suis vraiment curieuse et j'aime vraiment essayer de comprendre. Mais je me sens pas internationale quoi. Enfin, j'ai pas cette prétention parce que je peux pas dire que j'ai une triple culture, une quadruple culture quoi. D'accord. Voilà.
Je suis assez d'accord avec Aurélie. En fait, l'idée de se sentir autant bien chez soi qu'ailleurs, j'ai du mal parce que ça marchera jamais à 100%. Moi, j'avais la chance que quand même en Afrique, côté langue, il y a le français. Donc ça, je pense, ça aide aussi pour l'intégration et puis essayer de comprendre les gens. Mais j'avais des périodes où je me sentais super bien, puis des périodes où je me disais, mais qu'est-ce que je fais ici? Est-ce que je déplace la date de mon avion? Ouais, j'ai peut-être pas eu toutes ces phases vraiment comme un escalier constructif, mais c'était plus par période en fait. Par moment, je me sentais bien, par moment pas bien, et puis ouais, c'était un peu complexe. Mais c'est vrai que ça aide énormément de découvrir les choses, même après plusieurs mois, d'essayer de savoir comment est-ce qu'ils mangent, comment vraiment essayer de s'intégrer le maximum. Ça aide en fait à l'esprit de découverte aide à être positif. Moi, je trouve que c'est un plus. Si je peux me permettre, je pense que effectivement l'état d'esprit est très très important en fait quand on voyage. Avec quelle ouverture d'esprit est-ce qu'on voyage ou on s'établit pour une durée plus ou moins longue à quelque part? Parce que quand on voit par exemple dans le sud de l'Espagne, ces colonies allemandes ou anglaises, les gens ils habitent là, mais il n'y a aucune intégration par rapport au pays. Je pense qu'ils n'en ont même pas vraiment l'intention. Ils viennent là en bas, ils continuent de parler leur langue, ils mangent ce qu'ils ont l'habitude de manger, ils rencontrent des gens qui parlent et qui pensent comme eux. Donc je pense que l'état d'esprit dans lequel on voyage joue un très grand rôle sur les différentes phases qu'on va passer. Je viens de penser, en fait, il y a aussi un truc, je sais que par moments, je me sentais tellement bien en Afrique, à l'aise, parce que j'avais pris le rythme, parce que j'avais mes amis et tout. Mais il y a un truc quand même que je pouvais pas y faire, c'est que je faisais tâche, j'avais pas la bonne couleur. Et ça, c'était quelque chose, par moment, ça me dérangeait, parce que c'était quelque chose que je pouvais pas me dire, je pouvais pas m'adapter de ce côté-là. Et le regard que les autres avaient sur moi par rapport à ma couleur de peau, ça, je pouvais pas le changer non plus. Alors même si je faisais beaucoup d'efforts puis que je me sentais à l'aise, il y avait quand même toujours des petites choses qui me rappelaient non, je suis pas chez moi. Alors pourquoi est-ce que je vous ai fait signaler chaque fois ces phases? Parce que ces phases sont exactement les mêmes quand on revient, et surtout la phase dans laquelle on revient semble avoir beaucoup d'importance. Par exemple, si on revient alors qu'on a passé très peu de temps en voyage, c'est le cas de la majorité des voyageurs qui voyagent, comme l'a dit Yannick avant, une quinzaine de jours à un mois, où finalement ils ont bien aimé le pays où ils ont été, mais ils ne sont pas restés assez longtemps pour avoir une routine. Alors que si on y reste plus longtemps, comme la plupart d'entre vous d'ailleurs dans des pays, sauf Yannick on va dire, qui a passé peu de temps, on revient justement dans une phase où on s'est bien adapté au pays où on était et où ça nous coûte de revenir. Vous, comment vous vous sentez quand vous arrivez? Qu'est-ce qui vous manque le plus? Alors, Romain par exemple, toi qui as beaucoup voyagé, qu'est-ce qui te manque le plus quand tu arrives ici? La première chose que tu fais? Tu vas au McDonald's, tu vas manger du chocolat? Non, je veux dire, qu'est-ce qui me manque du pays, enfin de la France? Ou tu parles du pays, qu'est-ce qui me manque du pays Alors des deux justement. Parce que c'est ça qui est intéressant, parce que c'est en même temps quand tu reviens dans le pays, en France, tu vas retrouver des choses que t'aimais et que t'as pas eu dans le pays, par exemple la baguette, typiquement tu le disais avant, et en même temps tu vas quitter des choses que tu as beaucoup appréciées dans le pays où tu étais. Donc comment tu gères ça? Quand je reviens donc en France, la plupart du temps, ça va être fromage, charcuterie et baguette principalement, ce qui va me manquer. Puis bon, bien entendu, la famille et les amis. Donc ça, je suis content de retrouver ça. Et en même temps, ce qui me manque des autres pays, pour revenir un petit peu au tout début du podcast, c'est le fait qu'on oublie les mauvais côtés du voyage qu'on a vécu. Et du coup, on repense tout de suite au bon côté et ça nous manque tout de suite. On est un petit peu, pour reprendre le terme de Yannick, on est encore dans l'euphorie du voyage vécu. Et du coup, ça manque beaucoup parce que, par exemple, tout dépend où on était, mais quand je suis revenu des États-Unis, je revenais juste à l'époque de Noël. Du coup, j'étais à New York, donc il y avait c'était génial la déco, j'étais vraiment à fond dans l'euphorie de Noël. Ou l'Australie, c'était les plages magnifiques ou alors le désert que j'avais adoré, quoi. Donc ça a rien à voir suivant le voyage qu'on a fait, quoi. Ok, intéressant. Et toi, Sébastien, qui te trouve justement dans la situation d'être dans ce mois d'après, qu'est-ce qui te manque maintenant d'Australie et qu'est-ce que tu as eu plaisir à retrouver en France?
La question est difficile. J'ai écouté ce que disait Romain par rapport à l'Australie. C'est vrai que vu que c'est un endroit où la nature a une importance particulière, puisque c'est un endroit peu peuplé, on est vite confronté à la nature dès qu'on sort des villes. C'est vrai que je pense que c'est vraiment ça qui me manque aujourd'hui le plus, la nature. Et à l'inverse, en revenant en France, je crois que je m'étais suffisamment préparé pour pas qu'il y ait grand-chose finalement qui m'ait manqué et qui fasse que je sois de manière compulsive aujourd'hui attiré par la baguette ou le fromage, par exemple. Voilà. Ok, c'est intéressant. Alors toi, petite sœur, je crois que tu sais ce que tu vas me dire, mais qu'est-ce qui t'avait vraiment manqué et quelle est la première chose que tu as fait quand tu es venue ici? Je me rappelle plus si c'est vraiment la première chose, mais en tout cas, je sais que j'ai passé, je pense, 1 ou 2 semaines tous les jours à aller jeter 4-5 plaques de chocolat et je les finissais tous. C'était vraiment compulsif, chocolat, parce que ouais, ça faisait 1 année que j'en avais pas mangé, puis ça me manquait. Maintenant, de là à dire, est-ce que c'est la seule chose vraiment qui me manquait de la Suisse? Je pense pas, mais c'était juste que c'est comme si j'avais besoin de retrouver ce goût pour me dire oui, je suis vraiment suisse, c'est bon, c'est le chocolat, c'est bon. Après, par contre, ce qui me manquait de l'Afrique, c'était le rythme de vie. Ça, c'est un truc, j'ai vraiment fait des mois à m'en remettre, d'avoir le rythme de vie de nouveau européen. Il y a une phrase, je sais plus comment elle va exactement, mais je sais pas si c'est par rapport aux Africains, mais enfin, dans d'autres pays, ils ont le temps, puis nous, on a les montres. Ça veut dire qu'on gère pas du tout le temps, mais on a la montre toujours, on doit être précis, on doit être à l'heure. Et ça, c'était quelque chose, j'ai vraiment eu du mal. Pendant des mois, j'avais 15, 20, 30 minutes de retard à chaque rendez-vous et j'arrivais pas à faire autrement, c'était normal. Ouais, on espère qu'il n'y a pas trop d'Africains qui nous entendent. Il y en a certains qui te cloueraient au pilori, mais c'est vrai, le rythme de vie est vraiment différent. C'est pas... Alors, si je peux corriger juste, c'est pas que c'est d'être en retard que c'est normal, mais le rythme de vie est différent. On n'a pas de stress, on a un contact avec les gens. Quand on sort, prendre le taxi, prendre le bus, on discute avec les gens, on prend le temps d'être avec les gens. Et c'est des échanges humains incroyables. Ici, on prend le tram, on sourit à quelqu'un, il nous regarde bizarre comme si on leur voulait quelque chose. Et ça, c'était quelque chose, ce rythme de vie, de prendre le temps d'avoir des contacts humains, ça me manquait. Du coup, quand j'étais ici, en Suisse, de retour, je cherchais le contact humain et du coup, je me prenais du temps d'avoir du contact humain et je faisais pas forcément attention d'arriver à pile à l'heure parce que d'un côté, c'est franchement pas important pour la vie. C'est un peu le truc, hein. On a tous des vies très compliquées puis très minutées et on calcule par exemple toujours quel tram je dois prendre et même si on gagne 2 minutes, on est super content parce que dans notre journée, on a gagné 2 minutes, quoi. C'est énorme. Alors qu'effectivement en Afrique, on s'en fout bien mal. On a plus le temps de ces choses-là, mais c'était juste pour souligner, voilà, pour pas qu'on soit taxé de gens bizarres qui ont des a priori. Si jamais le fait que j'étais autant en retard, c'est une amie africaine qui m'a fait la remarque qu'il fallait que je me remette à l'heure européenne. Donc, c'était vraiment pas contre l'heure africaine. Non, c'est vrai. Bon, oui, c'est différent. C'est vrai que ça dépend des pays. Puis je pense il y a des geeks qui vont à la Silicon Valley par exemple et qui ont des rythmes qui sont américains, donc au contraire ils travaillent énormément et ils arrivent ici, ils ont l'impression de pagayer dans la soupe parce que c'est beaucoup trop lent ici. Donc comme quoi c'est intéressant. Alors merci d'avoir participé un peu de ce côté. Je vais laisser la suite à Sébastien, mais c'était sympa de voir un peu ces trucs-là. Alors on voit que finalement on est tous vraiment différents, que ça dépend du temps, je pense que ça dépend beaucoup de nos psychologies. Il y a des choses on peut tout simplement pas aller contre, quoi. Ouais, alors moi j'ai essayé de noter un petit peu tout ce qui se disait et les phrases un peu clés. Du côté de Loïs, on a eu l'esprit de découverte aide à rester positif. Le rythme de vie, c'est quelque chose qu'il faut gérer quand on revient. Aurélie disait c'est la découverte permanente. Donc là, on a un mot commun, découverte. Est-ce que ça peut aider justement au retour de voyage? C'est peut-être un point à creuser. Et puis on avait Romain qui nous disait... on pense au beau côté du voyage et donc on a un manque au retour qu'il faut gérer. Yannick nous disait l'état d'esprit est très important pour vivre le voyage. Alors, individuellement, est-ce que vous pouvez nous donner maintenant et donner aussi aux autres voyageurs qui vont nous écouter des petits trucs qui vous ont aidé au retour à vous remettre dans le rythme de votre vie que vous connaissiez avant et d'aider à gérer justement ce souvenir du voyage. On va commencer par les filles. Loïs, peut-être? C'est intéressant que tu as mis 2 fois le mot découverte. J'étais en train de me faire la réflexion que quand je suis arrivée en Suisse, j'ai redécouvert aussi certains aspects de la Suisse.
j'ai repris des magazines, puis j'ai regardé les magazines comme ils étaient bien faits, puis comme les pubs, elles étaient parfaites. Parce que c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir en Afrique. Il n'y a pas ce genre de magazine, enfin, il y a peu en tout cas. L'esprit de découverte aussi par rapport à son propre pays, je pense que ça peut aider en fait à se remettre dans le moule et puis à se dire, ah ok, bon d'accord, c'est comme ça ici. C'est vrai, j'avais oublié, ou c'est chouette. Ouais, ça aide beaucoup. C'est le fait de comparer les deux modes de vie qui te font justement mieux apprécier celui que tu retrouves. En tout cas, à chaque fois quand je redécouvrais des choses dans mon pays, puis je me faisais la réflexion, ah bah il y a quelques mois en fait c'était pas comme ça. Ça m'aidait à passer, ouais, à aller de l'avant en fait. Ouais, je crois. Aurélie, toi qui as passé de longs mois en Chine. Je vais prolonger ce que dit Loïs. On va croire qu'on fait ça pendant toute l'émission, mais je suis vraiment d'accord avec elle. En fait, pour moi, j'ai commencé à bien vivre le retour en France après le long voyage, quand je me suis dit que je pouvais garder mon œil voyageur à Paris en fait et chez moi. Et donc, c'est même plus que la découverte, quoi. C'est de se dire, en fait, qu'est-ce que j'aime quand je suis en voyage ? C'est la surprise, la rencontre. De voir des choses différentes que ceux dont j'ai l'habitude, mais finalement, on peut aussi le voir dans son propre pays si on garde cette curiosité. Et je pense simplement, on rejoint aussi la question sur le temps, qu'on est tous trop minutés, trop pris dans notre quotidien, dans nos petits détails, et que si juste on laisse un petit peu d'espace pour ça, on peut se rendre compte qu'il y a des trucs sympas, soit des trucs très exotiques, c'est-à-dire se faire le quartier africain de la ville où on vit, ou aller rencontrer des immigrés qui sont par là, ou des étrangers, ou des touristes, ou simplement vraiment essayer de regarder les choses comme... Je pense par exemple, j'ai grandi dans les Pyrénées et juste me dire, voilà, si maintenant j'écrivais sur les Pyrénées, ça fait 4 ans que j'écris sur les voyages, je ne l'ai jamais fait, je vais essayer de les regarder avec un œil voyageur et voir ce qui est vraiment unique à cet endroit, ce qui est sympa, et le pépé du coin avec sa baguette sous le bras et son béret, comment c'est chouette, voilà. Bon, sans rentrer dans plus de détails que ça, parce que c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur, je pense que si on garde sa curiosité et l'attitude qu'on a eue en voyage et qu'on l'a reproduit dans son propre pays, du coup, c'est beaucoup plus facile le retour, quoi. Je pense même que le retour peut être très sympa. Ouais, tu ne t'appelles pas curieuse voyageuse pour rien, quoi. N'est-ce pas? Et toi, Romain, toi qui disais tout à l'heure que tu avais à gérer ce manque lié au bon côté de ton voyage, est-ce que tu as des petits trucs qui t'aident? Globalement, moi, ce qui m'a beaucoup aidé en revenant, c'est de revoir plein de copains que j'avais rencontrés durant les voyages. Parce que forcément, quand on part assez longtemps, et on se rend compte qu'en fait, au final, il y a énormément de Français partout qui voyagent. Et puis, forcément, la langue fait qu'on se rapproche et qu'on discute forcément un peu, qu'on sympathise. Et du coup, le retour en France, de savoir que certains autres sont revenus aussi de leur voyage, de se revoir. C'est assez sympa. Et puis juste pour rebondir par rapport à ce que disait Aurélie, ce que tu disais, de découvrir finalement chez soi, on pense toujours que l'aventure elle est à l'autre bout du monde et que finalement en fait elle est en bas de chez soi. Alors c'est pas moi qui le dis, ça me fait penser à l'émission Nu et culotté qui était passée sur France 5 où justement les deux héros de la série partent complètement nus quelque part en France et doivent rejoindre un autre endroit et puis du coup ils vont à la rencontre des gens et pour s'habiller, pour justement voyager et aller atteindre leur but. Voilà, donc en fait, le voyage est en bas de chez soi. Ouais, donc toi, ça a été plutôt le contact avec tes amis, tes potes, entre guillemets, qui a fait que tu as pu retrouver très vite une vie, on va dire, entre guillemets, normale. Exactement. D'accord. Et Yannick, l'état d'esprit, alors, est-ce que c'est important pour toi, à chaque retour de voyage, d'avoir un bon état d'esprit ? Tout à fait, et je pense que je rejoindrai largement aussi ce que Loïs évoquait au début, ou ce qui est revenu un petit peu chez tout le monde, cette idée de redécouvrir un petit peu son chez-soi. Moi, j'ai la chance, j'estime que c'est une chance de ne pas avoir le mal du pays. J'ai jamais ressenti ça, que je sois maintenant très très loin ou juste le fait d'être éloigné de ma famille, ça m'a jamais manqué, et je me sens très vite chez moi, là où je suis. Donc quand je reviens ici, c'est pas que je me dis enfin nous voilà à la maison. C'est juste que voilà, maintenant j'habite un moment ici, puis bientôt je repartirai plus loin. Et ouais. C'est vrai que quand on discute avec des gens qu'on rencontre dans notre voyage, tu viens de Suisse, moi j'ai été là et là, puis je me dis
c'est vrai, je suis en Nouvelle-Zélande là et j'ai jamais été voir dans la vallée d'à côté. Et ça fait un peu bizarre et du coup, ça me motive presque que quand je serai à la maison, j'irai voir ces choses-là dont on m'a parlé et que moi j'ai pas encore vu alors que c'est tout près de chez moi. Ouais, donc en final, si je résume tout ce que vous avez dit, il faut être curieux, il faut en parler autour de soi. C'est un peu une sorte de psychanalyse de groupe, non? Alors moi, si j'ose rajouter un peu là-dessus, moi, je suis assez d'accord et je dirais même qu'on vit dans une époque qui est encore plus faite pour ça. Parce que le problème que vous avez cité un peu tous, c'est quand on rentre de voyage, on a envie de raconter tout ça aux autres. Et puis il y a Sacha Guthrie, qui est une citation, excusez-moi, qui dit « En somme, je m'aperçois que les voyages, ça sert surtout à embêter les autres une fois qu'on est revenu. » On s'est tous trouvés dans cette situation où dans un dîner, on commence avec notre délire « Je suis parti dans l'Himalaya, je vais vous expliquer comment c'était, j'ai vu des baleines, j'ai vu ce truc. » Et la vérité, c'est que les gens en face de nous, généralement, ils s'en foutent ou alors ils écoutent par politesse. Et Internet, je trouve, de ce point de vue-là, c'est la preuve un peu ce qu'on fait ce soir aussi. Alors, c'est pas pour dire qu'Internet, c'est la meilleure chose du monde, mais on est ensemble, on arrive à échanger sur nos voyages, et comme on est tous intéressés par ça, on pourrait discuter pendant des heures là-dessus. J'ai discuté des heures avec Romain, j'ai discuté des heures avec Aurélie, avec ma sœur et mon beau-frère, j'espère qu'on a discuté des heures. On a discuté des heures avec Sébastien, alors qu'a priori, tous, on se connaît pas, et une chose qui nous a réunis, c'était justement ce besoin, ce désir de parler de voyage, de s'échanger, de parler de ça. Et ça, je trouve que c'est génial. Et je discutais l'autre jour avec nos amis du Québec, Michel et Claudine, salut, qui m'ont dit aussi que finalement, un grand nombre de personnes avec qui ils parlent de voyage sont des gens qu'ils n'ont jamais vus en vrai. C'est du virtuel, parce que là, on peut vraiment échanger, on a quelqu'un en face qui nous écoute. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça vraiment génial. Ça permet, plutôt que d'avoir notre petit entourage qui s'en fout, de trouver des gens à qui ça parle, quoi. Qu'on peut toucher, avec qui on peut échanger ses expériences. D'accord à 100%. Voilà. Oui, c'est assez vrai parce que on n'a pas tous le même. Le problème, c'est qu'on voyage pas tous pareil. Et pour beaucoup, le voyage rime avec week-end à Barcelone. Donc du coup, ou alors une semaine à la plage en Corse ou sur la Côte d'Azur. Donc ce qui a complètement rien à voir avec le type de voyage que nous on imagine ou qu'on fait, quoi. Donc il y a forcément un décalage. Par rapport à ça, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'un communautarisme, entre guillemets, de grands voyageurs, où on se retrouverait, comme là on est en train de faire entre nous, à parler de nos voyages, et à s'éloigner des gens qui nous entouraient avant le voyage, c'est-à-dire des personnes qui font, pour une grande partie de notre quotidien, qui font partie de notre quotidien? Est-ce qu'il n'y a pas un risque? Alors moi, si j'ose, dans la communauté voyageur, je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai qu'il peut y avoir la tendance de justement discuter finalement que des gens qui partagent notre point de vue et du coup de se séparer de là où on est, où finalement les choses se passent. Comme on l'a dit avant, il faut aussi pas oublier qu'on vit dans un pays, même si on y vit 10 mois par année et que 2 mois par année on voyage, 10 mois par année on est quand même ici, on doit vivre avec les gens d'ici. Mais je pense qu'Internet permet vraiment de compartimenter. Tu peux aimer le cinéma et un soir par semaine discuter sur un forum avec des gens qui aiment le cinéma, ce que tu ne trouves pas autour de toi. Une fois par semaine, trouver des gens qui parlent de voyage, avec qui tu peux communiquer. Les blogs, les podcasts, les web radios, tout ça est fait sans pour autant que justement tu sois obligé de te séparer des gens qui sont autour de toi. Enfin, c'est mon avis, mais je pense qu'on peut vraiment compartimenter. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Je ne sais pas si compartimenter, c'est le bon terme. En tout cas, tu peux créer de nouvelles affinités, de nouvelles rencontres via le virtuel au départ. Et je sais que moi, j'ai rencontré soit des lecteurs de mon blog, mais plutôt des co-blogueurs, on va dire, avec qui je suis devenue très très proche parce qu'on avait beaucoup de passions en commun. Mais c'est pas pour autant que mes vieilles amies du collège ou quoi, qui ont jamais voyagé, ne sont plus mes amies. Et en fait, c'est juste que avec certaines personnes, je partagerai plus le voyage comme je le vis aujourd'hui qu'avec d'autres. Et Internet permet de recréer une communauté soit virtuelle, soit parfois in real life, dans la vraie vie. Et c'est top. Et c'est vrai que là, voilà, Sébastien, Jonathan, enfin, on échange beaucoup aussi à ce propos. Et je trouve ça vraiment bien. Et pour moi, c'est pas un risque de se couper, soit de ses parents, de sa famille ou de ses proches. Mais c'est juste de permettre de partager les passions plus facilement et du coup de moins saouler les autres qui sont peut-être moins open. Après, de toute manière, quand tu voyages, ça fait aussi le tri dans les amis. Quand tu pars longtemps et que tu reviens, par la force des choses, il y a des choses qui se passent aussi. Mais ça, c'est peut-être un autre débat. Je suis tout à fait d'accord avec Aurélie, si je peux me permettre, parce que c'est vrai que ça fait un certain tri quand tu pars longtemps. Ce que je trouve intéressant, ce que tu as dit, Sébastien, c'est que ouais, il y aurait peut-être un danger si on le faisait trop
de vouloir discuter qu'avec des gens qui voyagent. Et je pense que ça demande pas mal de retenue, d'arriver à faire profiter les autres de ton voyage sans les saouler, sans les recasser les pieds avec son entourage ou avec des gens proches qui n'ont peut-être pas forcément voyagé. Peut-être c'est qu'on est tout feu tout flamme quand on rentre et on veut trop en parler, on veut trop être encore dans le voyage. Et peut-être il faudrait plutôt laisser passer du temps et plus tard raconter, ou aussi que ça soit moins vraiment comme un feu, mais vraiment que ça soit plus des expériences ou des choses qu'on a vécues, le partager. Je pense que ça demande beaucoup de réflexion de notre part, de faire attention à comment est-ce qu'on veut partager la chose avec qui. Alors moi, la dernière question que j'aurais envie de vous poser, elle est liée, elle est pour tous en fait. Vous êtes tous des voyageurs avec différentes expériences de voyage. Maintenant, vous êtes plutôt des vétérans du voyage. Est-ce que vous avez noté une différence entre les voyages, c'est-à-dire est-ce que maintenant c'est plus facile de revenir qu'avant? C'est vrai qu'on a une sorte de routine parce que on sait qu'on va repartir. Comme disaient Loïs et Yannick, on pense déjà, quand on revient dans l'avion, on pense déjà au prochain voyage. Et du coup, on sait qu'on va repartir. Du coup, c'est moins un problème. On le vit. Enfin, moi, pour ma part, en tout cas, je le vis un petit peu mieux au fur et à mesure du temps. Moi, je me souviens pour mon tour du monde, la première fois que je suis monté dans l'avion, je me suis dit, wow, c'est génial, cette poussée au décollage et tout. Et puis la 13e fois, j'ai pris ça comme on prend, je sais pas, le RER ou le tram ici à Bâle. C'était devenu, on va presque dire que ça faisait partie de mon quotidien. Et peut-être aussi le fait de beaucoup bouger, d'aller voir différents endroits. On élargit un peu notre horizon. On apprend aussi à gérer ces sentiments qu'on a entre le beau et le pas beau. Tu demandais avant entre l'échelle entre 0 et 10. Peut-être qu'on apprend un petit peu à... Pas que ça nous touche moins, mais qu'on apprend à gérer ces différents sentiments qu'on a à l'intérieur de nous. Et je pense aussi qu'on est moins compulsif, pour reprendre un terme qui est sorti dans l'émission. Quand tu es déjà revenu et que tu es déjà reparti après un voyage, la fois d'après où tu reviens, tu te dis c'est bon, je vais repartir normalement. Enfin, si tu es voyageur, pas forcément grand voyageur, mais si tu aimes voyager et que tu fais en sorte que ça ait une place dans ta vie, tu sais que tu repartiras. Et donc, je pense qu'il y a moins ce besoin à tout prix de profiter à 2000% parce que simplement, la vie est assez longue et qu'on repartira, c'est sûr, quoi. Donc je pense qu'il y a moins d'impatience et moins de compulsivité. Et toi, Jonathan? Ouais, c'est une bonne question. Bon, moi, ça fait un moment que j'ai pas vraiment voyagé, des vrais voyages, on va dire. Mais je rejoins un peu ce que disaient Romain et Aurélie. Voir son pays aussi. Tu vois, dernièrement, j'ai été à une conférence sur les nanotechnologies et les biotechnologies et la science-fiction. Un truc qui a rien à voir, hein. Clairement, c'est pas du voyage. Mais ça fait des années que je lis qu'il y a un gars qui s'appelle Marc Atala, que je rêve de voir en conférence. Il donne des conférences 4 fois par année et j'y avais jamais été. Et je me suis dit, mais Jonathan, t'es trop con, quoi. Il y a ça à 1 heure de chez toi et tu vas pas le faire. Alors que dans l'Himalaya, il y a quelqu'un qui te dit, tiens, on va faire cette montagne à 6000 mètres, on va le faire. Et je crois que c'est ça qui m'aide un peu, je trouve, à relativiser, autant à voir le voyage comme un truc plutôt exceptionnel, mais à voir finalement, après, c'est peut-être un peu trop spirituel, mais à voir tout ce que tu fais comme un truc exceptionnel, tu vois. Et je trouve que le podcast, ça aide pour ça aussi, tu vois. Dernièrement, on a été se faire un 4000 mètres avec un ami. Il a 28 ans, comme moi. De toute notre vie, on n'avait jamais fait de 4000 mètres en Suisse. On est arrivé en haut. On a dit qu'on était les gars les plus bêtes qui existent au monde. Parce que la vue est hallucinante. Il y a des gens qui payent des dizaines de milliers de dollars pour venir ici le faire. Et nous, on l'a pas fait. Et je crois que c'est un peu ça qu'il faut que le voyageur évolue et que les voyages peut-être te font évoluer. C'est découvrir, comme disait Aurélie, que les Pyrénées, elles sont à côté de toi. Va les voir, c'est tout aussi beau que l'Himalaya. Faut pas délirer, quoi. On vit dans des pays magnifiques. Et le voyage m'a peut-être ouvert par rapport à ça. Justement, d'avoir la curiosité vers mon pays et pas seulement vers les pays ailleurs. Même s'il continue à m'intéresser, c'est clair. Avec un retour qui, pour beaucoup, est de plus en plus facile. Donc c'est génial, faut continuer à voyager, quoi, finalement. Alors moi, je vais un peu te casser, Sébastien, parce que je m'étais pas ouvert par rapport au retour. Je sais pas si ça serait plus facile, mais je pense que c'est chaque fois différent. Et j'ai un peu l'envie de dire que j'aimerais pas que ça soit trop facile et puis que ça soit comme si ça s'était rien passé.
parce que je me dirais que le retour, ça fait partie presque du voyage aussi. On a vu qu'il y avait aussi des choses positives, qu'on pouvait découvrir son pays de nouveau. Si j'étais pas partie, je pourrais pas redécouvrir mon pays, ou en tout cas pas avec le même regard. Il faudrait que je fasse presque plus d'efforts pour le redécouvrir. Du coup, je me dis que c'est comme... Il y a un côté positif du retour, et ouais, j'aimerais qu'il me marque quand même un tout petit peu pour que je réalise que ah ouais, je suis retournée. Donc j'aimerais éviter que ça soit trop facile ou trop banal. Alors je sais pas si... Pardon ? Alors un peu pour le côté comique du truc, mais on a parlé avant de phase de lune de miel. Et est-ce qu'on peut se dire que chaque retour de voyage, c'est un peu comme chaque rupture qu'on fait ? La première, elle est super violente, elle fait super mal. Toutes les autres font mal, mais elles font un petit peu moins mal chaque fois. Vous êtes d'accord avec ça ? On sait qu'on survit. Voilà, c'est ça. Voilà. On sait qu'il y a un futur. Mais oui, c'est ça. Mais la première fois, t'as l'impression que tu vas crever, quoi. Ouais, c'est vrai. Il y a du vrai. C'était la pensée spirituelle. Vous pourrez noter Jonathan le 3 juin 2013. Hein. Vous noterez que les hommes en parlaient en dernier. Hein. C'est les femmes qui ont commencé à répondre à la question. Oui, ils se sont retenus parce qu'ils se sont dit que ça pouvait être violent, quoi. Je vois pas le rapport. Pas du tout. Bon, en tout cas, c'est de belles aventures. En fait, un retour, finalement, si je te suis, Loïs, hein, il faut que ça fasse un petit peu mal, mais pas trop quand même. Et puis, plus on voyage, plus on s'habitue finalement. Voilà, bien résumé. Est-ce que tout le monde est d'accord ? Oui. Oui, ça ira. Moi, je suis d'accord, et j'ai dit que pour faire classe, je citerai Sénèque en dernier, hein, avant que Sébastien fasse la conclusion, qui disait « À quoi sert de voyager si tu t'emmènes avec toi ? C'est d'âme qu'il faut changer, non de climat. » Ce qui rejoint un peu ce qu'on dit, c'est pas seulement de pays qu'il faut changer, c'est améliorer sa mentalité pour améliorer nous-mêmes le retour du voyage. C'est beau. Voilà, petite pensée, waouh. Ouais. C'est beau, Jonathan. Ça va être dur pour moi maintenant. C'est mieux. Tu m'as fait faire. Tu m'as demandé de faire le commencement. Alors ma foi, tu te débrouilles avec la conclusion. En tout cas, c'était une belle émission. On a appris pas mal de choses. C'est vrai que vos retours, il y a des beaux mots. Moi, j'ai noté des mots. Je vais en noter 3. Il y avait le mot découverte, le mot compulsif et le mot état d'esprit. Alors finalement, moi, ce que je vois du retour de voyage, c'est que c'est aussi un voyage, mais le voyage à l'envers, comme on a pu le dire dans l'émission, qu'il faut s'y préparer, que comme pour le voyage juste avant, il y a un petit choc au départ, et puis qu'on s'habitue au fur et à mesure, et que l'expérience aidant, et finalement, plus on voyage, plus on revient de voyage, et finalement, mieux ça se passe. Mais bon, je note quand même Loïs qui disait, il faut que ça fasse un peu mal. Alors, merci à tous, en tout cas, d'avoir participé à ce pilote. C'était très sympa d'avoir vos 4 voix réunies, plus la voix de Jonathan. Vous avez le droit de dire merci, hein, aussi. Merci. Attends. Ouais, c'était très cool. Merci à vous deux. Et je vais terminer avec Jonathan. Il n'y a pas de raison. Hein. Tu sais, moi, je suis comme ça. Moi, je te laisse introduire et conclure. Tout simplement pour vous dire que, on est très content de vous avoir accueillis ici même et de partager ce moment. On va continuer, j'espère, l'aventure avec un nouveau thème. Le thème prochain, ce sera vivre l'instant présent en voyage. Là encore, une belle question. Comment bien vivre le voyage lorsqu'on y est, lorsqu'on agglomère émotion sur émotion pendant une certaine période. Voilà, ça sera le thème de l'émission suivante. Et là encore, je vous remercie et je vous dis bon retour de voyage pour ceux qui reviennent. Romain, hein, c'est bien le cas. Oui. Et puis pour les autres, un bon voyage futur avec un bon retour de voyage futur. Merci. Merci. Ciao, et merci. Merci, à ciao, bonsoir. Merci Jonathan. La question, c'est de savoir ce que je vais bien pouvoir faire. Voilà. J'ai d'abord pensé écrire, mais je déteste ce que j'écris. Alors, ensuite, je suis passée à la photo, mais c'est tellement nul. Toutes les filles ont une phase où elles veulent être photographes ou faire du cheval. Vous voyez le genre, on prend des photos de ses pieds. Vous trouverez un jour. Je suis pas trop inquiet pour vous.
Encore merci à tous les participants de ce premier pilote de débat sur VoyageCast. C'était vraiment un plaisir de tous vous accueillir et c'était un plaisir de bosser avec Sébastien, un vrai professionnel de la web radio. Comme je l'ai dit dans l'intro, n'oubliez pas de nous faire savoir ce que vous en avez pensé. Même si vous avez trouvé ça absolument mauvais, n'hésitez pas à nous le dire, ça nous aidera à faire beaucoup mieux la prochaine fois. Ou pas. Mais bon, au moins on aura essayé. Pour ce qui est de la bande-son de cet épisode, tout cet épisode d'ailleurs, il s'agit du film Lost in Translation de Sofia Coppola avec Bill Murray et la fabuleuse et magnifique Scarlett Johansson. Alors ce film était parfait pour illustrer notre épisode puisqu'il s'agit de Bill Murray donc et Scarlett Johansson qui se trouvent dans un hôtel à Kyoto et qui sont complètement perdus au milieu du Japon, qui ne savent pas comment être avec les gens, qui se sentent à la fois mal et à la fois ne ressentent plus rien, que leur famille ne comprend pas du tout, que leur ami ne comprend pas du tout, que leur époux ne comprennent pas du tout. Bref, un film à voir absolument. Alors, quand même, pour que vous soyez au courant, c'est du Sofia Coppola, c'est elle qui a fait Virgin Suicide, c'est celle qui a fait Marie-Antoinette. C'est donc un rythme très très lent de film qui a quelque chose de très contemplatif. Si vous aimez le cinéma, vous allez vraiment adorer parce qu'il y a un soin énorme apporté à l'image, à la bande son qui est vraiment magnifique. Et puis, ces deux acteurs jouent vraiment de très grands rôles dans ce film parce que les dialogues sont rares. Il y a beaucoup de pauses, et puis beaucoup de choses se jouent sur les regards, sur les tout petits gestes qu'il vous faut déceler dans le jeu des acteurs. Bref, c'est un film vraiment excellent et qui pour moi, sincèrement, reflète le plus ce qu'on ressent ou quand on arrive dans un pays et qu'on se chope une vraie claque à cause du choc culturel, ou alors quand on revient d'un long voyage et qu'on se rechope une claque quand on arrive dans notre pays, finalement exactement ce dont parlait notre podcast. Alors voilà, c'était la Minute Cinéma. Vraiment, si vous ne l'avez pas vu, il faut le voir. C'est un film que j'adore, tout simplement. À ne pas regarder peut-être quand on revient de voyage. Vous allez finir le film en pleurant, mais on sait jamais, expulser les larmes, ça peut aussi être une très bonne thérapie. Je ne vais pas faire trop long, mis à part pour vous dire qu'il y aura d'autres débats, ils sont d'ores et déjà prévus. Le prochain partira dans un aspect peut-être un peu philosophique du voyage, celui de savoir comment est-ce qu'on fait pour vivre l'instant présent en voyage. Comment est-ce qu'on fait pour ressentir les choses, pour s'imprégner d'un endroit, pour s'imprégner d'une nouvelle culture ? Comment est-ce qu'on fait pour ne pas être tout le temps dans le stress, pour ne pas être tout le temps dans les réseaux sociaux quand on voyage ? Est-ce qu'on lâche tout pour vivre notre voyage d'une façon très personnelle et presque égoïste, pourrait-on dire, sans la partager avec les autres ? Ou alors est-ce qu'au contraire, en voyageant, on va profiter à chaque minute, à chaque moment, de partager notre expérience ? Eh bien, on en reparlera. On est plus ou moins en recherche d'invités, on a déjà des idées, mais si vous êtes calé sur la question, que vous avez lu peut-être beaucoup sur le voyage, n'hésitez pas à nous envoyer un mail pour nous proposer de participer à l'émission. On se fera un plaisir de vous recevoir et d'en discuter avec vous. Le prochain épisode de VoyageCast, vous le savez certainement si vous avez écouté le dernier, il s'agit du second épisode, ou plutôt du troisième épisode sur le Japon avec Misaki. Cette fois, ça va aller dans les trucs vraiment sympas. On va vous parler des Maid Café, on va vous parler des AKB84, on va vous parler des Love Hotel. Bref, on va vous faire la fin de ce qui fait du Japon une terre vraiment à part, unique, qu'il vous faut absolument visiter. Je ne sais pas chez vous, mais chez nous en Suisse, il commence à faire de plus en plus beau. On a ferme espoir qu'un jour l'été arrivera, si possible, avant décembre. Donc n'oubliez pas de sortir, prenez le soleil et surtout, profitez pour voyager. Allez, à ciao, bonsoir. 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 Vous changez jamais de chaise, hein ? J'aime bien celle-là, et comme ça, si je tombe, ça se remarquera. D'accord. Alors, vous êtes content du séjour ? Est-ce que je peux vous confier un secret ? Je pense organiser un truc pour m'évader, et je cherche, disons, un complice. Faudrait qu'on arrive à s'arracher de ce bar, et ensuite de l'hôtel, et ensuite de cette ville, et enfin de ce pays. Alors, vous en êtes ? Oui, j'en suis. Bon. Le temps d'aller prendre mes affaires. Prenez un manteau. À tout à l'heure. Parfait. Vous avez assez bu, j'espère. Faudra du courage.